Il est 22 h, le journal, voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui par vidéoconférence à un sommet de l'IGAD dédié à l'appréciation et à la concertation sur les principales problématiques et défis à l'ordre du jour dans la sous-région. Et la faim dans le monde s'aggrave, l'ONU est pessimiste pour cette année. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui par vidéoconférence à un sommet de l'IGAD dédié à l'appréciation et à la concertation sur les principales problématiques et défis à l'ordre du jour dans la sous-région. La paix et la stabilité, le niveau de résilience des pays de la région vis-à-vis de la pandémie mondiale qu'est le Covid-19, les conséquences particulièrement drastiques du phénomène de changement climatique pour les populations des États membres de l'IGAD, l'aptitude à la sécurité alimentaire de l'Afrique de l'Est dans le contexte actuel, de criquets destructeurs des récoltes et des vivres, tout a été évoqué au cours de ce sommet. La participation du président Guelleh à cette conférence a essentiellement été marquée par un discours. Dans cette intervention, le président de la République s'est tout d'abord exprimé sur l'état de paix et de stabilité de la sous-région. À ce propos, il s'est réjoui des progrès importants, vous l'entendrez, réalisés en matière de restauration de paix et de cohésion nationale au Soudan du Sud. Toutes les phases conduisant à une paix durable sont désormais en place, a déclaré Ismaël Omar Guelleh. Il a saisi cette occasion pour féliciter le président Salva Kiir pour sa direction politique et tous les partis politiques pour leur coopération et leur compromis. Le règlement de la crise sud-soudanaise passera par une résolution finale de la question du partage des responsabilités au niveau des États et des collectivités locales, a toutefois estimé le président Guelleh. On l'écoute. Mr. Prime Minister of the Republic of Sudan, distinguished guests of heads of states and governments. Monsieur le Premier ministre de la République du Soudan, distingués chefs d'État, chefs de gouvernement, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier mon frère, son Excellence Abdullah Hamdok, et président de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, d'avoir convoqué cette réunion. Permettez-moi également de remercier l'envoyé spécial et toutes les personnes concernées pour leur travail acharné et inlassable. Enfin, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le gouvernement et le peuple du Soudan du Sud pour leur 9e anniversaire de la République du Soudan du Sud. Excellence, la quête d'une paix durable au Soudan du Sud continue d'être au cœur de nos efforts et la réunion d'aujourd'hui est un autre jalon dans cette entreprise. Indéniablement, des progrès importants ont été réalisés. Toutes les phases conduisant à une paix durable sont désormais en place, même si, avec certaines tensions, la période pré-transitionnelle est finalement passée à la période de transition, un progrès qui promet beaucoup. À cet égard, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le président Salva Kiir pour son leadership politique et féliciter toutes les partis politiques pour leur coopération et leur compromis. Des mesures louables et courageuses, telles que l'accord sur le nombre d'États et leurs frontières, ont été prises. Le cessez-le-feu qui a été établi continue de s'appliquer. Enfin et surtout, le gouvernement a récemment annoncé le lancement d'un désarmement à grande échelle de la population civile. Ce sont des progrès louables qui illustrent un leadership déterminé ainsi qu'une action concertée, unie et responsable. Hélas, on note encore quelques lacunes comme le retard de la confirmation du leadership du RJMEC, la formation d'un nouveau Parlement et surtout l'absence de souveraineté locale dans certains États. La nomination de tous les gouverneurs des États n'a pas été achevée et est de la plus haute importance pour mettre fin aux conflits communs récurrents, à la violence sexiste et aux différends liés au bétail. Je pense que la résolution finale de la question du partage des responsabilités au niveau de l'État et des collectivités locales contribuera grandement à résoudre ces problèmes. Notre conviction absolue, mesdames et messieurs, est qu'une nation est construite sur l'unité et est élevée sur la coopération et le compromis. Nous félicitons nos frères du Soudan du Sud pour leur leadership et leur patriotisme déterminé et les assurons de notre solidarité. I believe that the final resolution of the issue of responsibility sharing at the state and local government levels
will go a long way in addressing these problems. Poursuivant son discours, le numéro 1 djiboutien a rappelé que les mesures de verrouillage ont eu des conséquences socio-économiques graves qui ont mis en péril les moyens de subsistance de milliers de personnes et affaibli davantage notre économie déjà fragile, en particulier dans le secteur informel. Réécoutons le président de la République. Is that a nation is built on unity and is raised on cooperation and compromise. Excellences, Mesdames et Messieurs, rien ne nous a préparés aux menaces posées par Covid-19, qu'elles soient humaines, sociales ou économiques. Malgré l'adoption très tôt d'une stratégie agressive et ambitieuse des tests et des traitements rapides, nous avons à ce jour perdu 55 personnes. Les mesures de verrouillage ont eu des conséquences socio-économiques graves qui ont mis en péril les moyens de subsistance de milliers de personnes et affaibli davantage notre économie déjà fragile, en particulier dans le secteur informel. Face à cette situation difficile, le gouvernement a notamment mis en place une indemnité compensatoire pour les salariés. Dans ce contexte, nous avons décidé un déconfinement progressif et séquentiel tout en poursuivant les tests. À ce jour, l'évolution des principaux indicateurs épidémiologiques confirme heureusement le déclin amorcé le 31 mai 2020. En effet, nous nous sommes enregistrés depuis alors un nombre décroissant de personnes diagnostiquées positives, une infection virale plus faible et donc un nombre décroissant d'hospitalisations. Excellences, Mesdames et Messieurs, lors de notre dernière réunion, nous avons à juste titre décidé d'élaborer une stratégie d'intervention régionale coordonnée ainsi qu'une approche pan-gouvernementale coordonnée. J'irai plus loin et proposerai à notre secrétaire exécutif de nous fournir un rapport mensuel de situation régionale sur la situation de Covid-19 dans la région. Enfin, étant donné que nous prévoyons d'ouvrir les espaces aériens du pays, l'adoption de directives régionales sur l'harmonisation et la facilitation des opérations de transport transfrontalières dans la région devrait être mise en place. Je vous remercie. Finally, since we are planning on opening the countries and airspaces, the adoption of regional guidelines and harmonization and facilitation of cross-border transport operation across the region should be put in place. I thank you all. Et en ce qui concerne la Somalie, cette réunion de l'IGAD a salué le retour sous la médiation directe du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, du dialogue entre les autorités de la République fédérale de Somalie et le Somaliland. Et de là, nous passons à l'économie pour aborder la question de l'impact de la pandémie du Covid-19 sur notre économie et plus précisément sur les ressources budgétaires de l'État. Le ministre du Budget, Abdulkarim Aden Cher, nous fait le point sur cet aspect du Covid-19. Nous l'écoutons. Le président de la République a fait son excellence Ismaël Omar Guelleh, qu'Allah l'assiste, pour répondre à cette pandémie. Il a choisi de fermer nos frontières, d'arrêter notre économie pour sauver des vies au détriment de l'activité économique. Nous avons également renforcé le partenariat public-privé pour accompagner le secteur privé parce qu'eux aussi, ils ont subi, comme on appelle, l'impact de cette pandémie. Qu'est-ce que nous avons fait pour ces sociétés? Nous avons mis 1 milliard de côté. D'accord. Peut-être on reviendra sur cette question. Nous avons redistribué récemment à toutes les entreprises qui ont eu le plus de difficultés, chacun la part qu'il demandait, suivant le décret présidentiel qui a été signé. Les recettes ont diminué, mais heureusement pour nous, pour la République des Djibouti, au niveau des secteurs de la douane, au 30 juin, par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire au 30 juin 2019 au 30 juin 2020, nos recettes ont diminué de 200 millions. À la même date, nous avons réalisé 17 milliards 500 l'année dernière et 17 milliards 300. Donc l'impact que les gens pensaient n'est pas venu parce que l'activité continuait indirectement, parce que les importations, on ne pouvait pas les arrêter. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a procédé hier à la remise d'un important lot d'équipements sportifs aux différentes associations sportives des régions de l'intérieur, et c'était au stade Gouled. Une action qui entre dans le cadre de l'organisation du tournoi d'été dont l'objectif est d'occuper les jeunes vacanciers aux activités sportives
pendant cette période de trêve scolaire et par la même occasion promouvoir le sport dans notre pays. Les associations représentées par les sous-directeurs des régions ont tour à tour présenté leurs doléances devant un parterre d'invités et responsables, en l'occurrence le directeur des régions, Ahmed Hassan Abdoulaye, directeur des sports, Abshir Ali, et la directrice du stade Guled, Fatouma Dabali. Au nom des associations sportives régionales et bénéficiaires, le sous-directeur des régions de Tadjoura s'est réjoui de ce don et a appelé le ministre à la poursuite des efforts. Autre nouvelle, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a reçu ce matin un don de matériel de protection destiné au CDC. Le don de matériel a été remis par l'ambassadeur de France à Djibouti et composé d'un lot important des ballons et des gels hydrauliques en faveur de la direction des CDC au stade Guled. Cette action, qui coïncide également avec la fête française célébrée tous les 14 juillet, était l'occasion d'exprimer l'amitié et la coopération des deux pays. Elle vient également appuyer les activités sportives du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport programmées pour cet été et surtout oxygéner les jeunes après une longue période de confinement. Écoutez l'ambassadeur de la France à Djibouti. Qui sont absolument fondamentales. La maladie, le virus ne sont pas derrière nous et je tiens aujourd'hui à saisir cette tribune pour renouveler le souhait et l'impérieuse nécessité de continuer de respecter les gestes barrières, de continuer les gestes de désinfection, de continuer à, dans toute la mesure du possible, respecter le mètre qui existe entre chaque personne de façon à lutter définitivement contre le Covid-19. Les chiffres de Djibouti sont encourageants, mais encore une fois, et on le voit dans le monde entier, la pandémie n'est pas terminée et donc il faut la mobilisation de tous et de toutes. Franco-djiboutienne, j'insiste sur les nouveaux champs de coopération entre la France et Djibouti. Ils sont nombreux, mais le sport et la jeunesse sont une priorité de notre ambassade. Dans le reste de l'actualité, un atelier de réflexion sur le décret d'application de la loi portant protection, prévention et prise en charge des femmes et enfants victimes de violences s'est tenu hier et c'était à l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Organisé par le ministère de la Femme et de la Famille, cet atelier avait pour objectif de réfléchir sur comment lutter contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants en République de Djibouti, et ce afin de mettre en place les mesures susceptibles de prévenir, de protéger, de prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre et de comment poursuivre les auteurs de ces violences. Cet atelier a vu la participation de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, que je propose d'écouter. Aujourd'hui, nous allons réfléchir, échanger et collecter les recommandations qui sont émises par vous. J'espère qu'on aura des recommandations pertinentes pour trouver des solutions pour les victimes de violences. J'aime pas dire les survivantes, je préfère dire victimes. Donc c'est pour trouver des solutions pour la prise en charge surtout des femmes et des enfants victimes de violences au sein souvent par les proches de leur famille. Et le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé ce matin l'ouverture d'un atelier de formation qui vise à aider les planificateurs et les gestionnaires des politiques et des programmes gouvernementaux. Objectif, renforcer les connaissances des responsables gouvernementaux sur le développement de la petite enfance, sensibiliser à l'importance du développement de la petite enfance dans les politiques publiques, promouvoir l'engagement des responsables à renforcer les programmes destinés à la petite enfance en République de Djibouti et renforcer les capacités des responsables en formulation de politiques et programmes intégrés pour le développement de la petite enfance. Avoir une vision commune de ce qu'on attend des programmes et des politiques en faveur de la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 5 ans. Il est aujourd'hui apparu capital donc d'investir massivement dans cette tranche d'âge pour permettre à notre pays plus tard d'avoir des filles et des garçons qui sont bien stimulés, qui sont bien encadrés
et qui réussiront davantage dans leur éducation et dans leur futur. Dans l'actualité également, conformément à un décret portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du Covid-19, une réunion de travail présidée par le directeur général par intérim de l'autorité de l'aviation civile, Daoud Ali Abdou, s'est tenue dans les locaux de l'aviation civile à l'aéroport de Djibouti. On prépare cette réunion le secrétaire général du ministère de la Santé, Salah Benoît Tourab, le directeur général de l'aéroport international de Djibouti, Mohamed Youssef Chermake, le directeur général de la compagnie nationale à Djibouti, Abdulrahman Ali Abdillahi, les acteurs de la santé publique, civils et militaires à Djibouti, ainsi que les garants de la sûreté. Les discussions ont porté essentiellement sur le plan de relance de l'activité aéronautique et les points saillants suite à l'ouverture imminente de l'espace aérien. Les parties prenantes se sont mis d'accord sur l'élaboration d'un guide stupéfiant toutes les mesures sanitaires obligatoires à l'aéroport international de Djibouti. Et pour plus de précision, à l'intention donc justement le rappel des compagnies aériennes de la place et l'exploitant. Écoutons pour plus de précision l'intervention du directeur général de l'aviation civile par intérim. Réunis à l'autorité de l'aviation civile afin que nous présentions les mesures de relance pour l'ouverture des vols internationaux de passagers au départ et à l'arrivée à l'aéroport international de Djibouti. Nous vous remercions tous d'être tous venus aujourd'hui. Nous avons les entités en charge de la sûreté de l'aéroport, de la sécurité de l'aéroport, mais également nous avons la chance d'avoir aujourd'hui les autorités sanitaires afin que nous puissions mettre ensemble toutes les mesures afin d'éviter l'entrée du virus par le transport aérien. Donc aujourd'hui, à l'aviation civile, conformément aux exigences de la réglementation internationale de l'OACI, nous avons le projet CART qui parle de la relance de l'activité du transport aérien et l'OACI pour une première à travailler avec l'OMS pour mettre en place des recommandations et nous donner des orientations afin que nous puissions, que cette relance se fasse de la meilleure des manières. Nous avons essayé d'adapter à Djibouti, selon le contexte national, nous avons essayé d'adapter toutes ces mesures par rapport aux installations, aux équipements et aux moyens que nous avons à disposition en République de Djibouti. J'ai à mon côté le directeur général de l'aéroport qui a vu avec moi toutes ces mesures. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter toutes les mesures que nous avons prises pour qu'il y ait une coordination de la meilleure des manières pour gérer tous ces flux et éviter au maximum d'éventuelles contaminations. Je voulais juste rappeler que le maître mot à compter du 7 juillet sera la coordination entre toutes les entités autour de cette table parce que nous avons des objectifs communs. Pour vous, même si c'est qu'on évite que des passagers contaminés entrent sur le territoire, nous avons également des impératifs de sûreté et de sécurité à l'aéroport que nous ne devons pas négliger. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter toutes les mesures que nous avons mises en place à l'aéroport et en coordination avec vos services. Dans l'actualité également, le ministère des Affaires sociales et de solidarité poursuit conjointement avec le secrétariat d'État en charge de la décentralisation les opérations d'enregistrement et d'enrôlement biométrique dans le Nord, à savoir la ville de Boc. En effet, les équipes techniques sillonnent ainsi les différentes préfectures et la périphérie de la région. Cette mission importante vise à finaliser le processus d'identification et d'enregistrement des bénéficiaires du programme national Solidarité Famille. L'enrôlement biométrique des ménages se fait dans les localités préalablement identifiées, ainsi sans collecter les informations biographiques. Les informations donc biographiques, à noter que c'est dans le cadre du programme national de solidarité famille, programme d'envergure nationale visant à améliorer le capital humain, couplant ainsi transfert monétaire et mesures d'accompagnement. Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19, le conseil régional d'Obok. Le conseil régional d'Obok a organisé hier une cérémonie de distribution de 1400 masques à la population locale. Les masques distribués ont été confectionnés par les couturières de la région d'Obok, constitués à l'occasion d'un groupement pour participer à la réponse à l'urgence sanitaire de la pandémie du Covid-19. En prélude à la confection des masques, les femmes du groupement ont bénéficié d'une formation organisée par l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes sur la fabrication de masques barrières en tissu lavable selon le référentiel
S76 001. La formation et la confection ont été financées par l'Union européenne à travers le projet d'appui aux autorités locales de Djibouti piloté par l'Association internationale des maires francophones, coprésidé par M. Ali Mohamed Maki, préfet intérimaire de la région de Bok, et Mohamed Hamad Ismail, président du conseil régional. La cérémonie a vu la participation du représentant de l'AIMF, Florent Kakou, et du médecin-chef du centre médical hospitalier de Bok, Ibrahim Mohamed Dimbio. L'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes qui réunit les 6 collectivités, donc Tadjoura, Obok, Dikil, Arta, Ali Sabié et la ville de Djibouti. Sur le financement de l'Union européenne, nous avons pu mobiliser quelque chose pour pouvoir apporter une contribution dans la lutte, dans tout ce que le gouvernement est en train de faire pour lutter contre le coronavirus. Et dans ce cadre, l'ANCLD a d'abord procédé à une formation des dames qui devaient faire des masques. Avec la technologie, la formation s'est faite par visioconférence. Et nous avons eu le plaisir de voir l'association des dames d'Obok participer à cette formation. Et aujourd'hui, nous avons le fruit de cette formation. Elles ont pu confectionner des masques. Donc aujourd'hui, au nom de la présidente, nous venons accompagner la remise de ces masques et nous espérons que vous en ferez bon usage et que vous allez continuer à aider le conseil régional à sensibiliser nos parents contre les effets de cette maladie. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, accompagné de son staff technique, s'est rendu hier à Lissabié, dans la localité d'Aour Aoussa, dans un centre de quarantaine destiné pour les migrants en provenance du Yémen, ceux donc bloqués à Djibouti à cause du Covid-19. Le secrétaire exécutif était accompagné dans ce déplacement par le préfet de la région d'El Issabié, Moussa Aden Migene. Ce centre de quarantaine pour les migrants est dans son ensemble géré par l'ONARS en collaboration avec la police nationale, la préfecture d'El Issabié et le Croissant Rouge de Djibouti. Tous les migrants qui franchissent notre frontière passent par ce site pour être testés et soignés avant le rapatriement volontaire jusqu'à dans leur pays. Quant aux migrants positifs, ils sont soignés, nourris, vêtus et logés dans ce centre de quarantaine durant la période donc, de traitement de 14 jours et sont après convalescence rapatriés dans leur pays et en bonne santé. La République de Djibouti a signé, on le rappelle, le pacte mondial sur la migration ou pacte de Marrakech au Maroc le 19 décembre 2018 visant à couvrir toutes les dimensions de la migration internationale. Respectant ce pacte, Djibouti a accueilli tous les migrants traversant nos frontières en cette période du Covid-19 et les a installés dans le site de quarantaine d'Al Aoussa, qui d'ailleurs est le premier site de quarantaine au monde qui est destiné aux migrants et où sont déjà passés plus de 1141 personnes nourries et logées. La faim dans le monde s'aggrave, je vous le disais en titre, l'ONU est pessimiste pour 2020. Près d'un humain sur 9 souffrait de sous-alimentation chronique l'année dernière, en 2019. Une proportion appelée à s'aggraver en raison de la pandémie du Covid-19, selon un rapport annuel de l'ONU publié hier. D'après les dernières estimations, la faim touchait l'année dernière environ 690 millions de personnes, soit 8,9% de la population mondiale. Peut-on lire donc toujours dans ce même rapport l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, rédigé avec le concours du Fonds international pour le développement de l'agriculture, de l'UNICEF, du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation mondiale de la santé. Ce total représente une augmentation de 10 millions de personnes par rapport à 2018. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée à toutes et à tous.